Bonjour, dans cette vidéo on va parler du phénotype immunitaire qui est en fait l'ensemble des anticorps et des récepteurs T qu'un individu possède à un moment donné. Et on va se rendre compte que ce phénotype immunitaire il évolue au cours de la vie. Par exemple, entre septembre et avril, si je contracte la grippe saisonnière, eh bien mon phénotype immunitaire va évoluer puisque au printemps, on trouvera dans mon sérum des anticorps dirigés contre ce virus qu'on ne trouvait pas à l'automne précédent. Cette vidéo va permettre de comprendre 3 observations particulières. La première, c'est que notre système immunitaire détecte toujours les antigènes, les molécules étrangères à notre organisme, et il ne fait jamais de réaction contre nos propres molécules. On ne confond jamais nos molécules avec des antigènes. Il faut qu'on arrive à comprendre comment on peut détecter toutes les molécules étrangères sans jamais se faire berner par nos propres molécules. Deuxièmement, on va parler des maladies immunisantes, comme par exemple la varicelle. Pourquoi est-ce qu'on ne contracte ces maladies qu'une seule fois? Et puis on finira par parler de la vaccination et comprendre sur quels principes cette technique de médecine repose. On va commencer par une première partie en se demandant comment notre système immunitaire peut reconnaître toutes les molécules extérieures, donc tous les antigènes, sans jamais s'attaquer à nos propres molécules. Alors on va commencer par essayer de comprendre comment on réussit à avoir une telle diversité d'anticorps. Alors je vais augmenter la taille du schéma. En fait, on se rend compte en lisant ce texte et en observant ce schéma que nos anticorps, ici par exemple les anticorps de surface portés par les lymphocytes B, sont des protéines et donc sont codés par des gènes. Les gènes, on va les retrouver par exemple dans la cellule souche et on s'est rendu compte que ces gènes sont morcelés en différents segments. Et on va avoir une association différente des morceaux de gènes selon les lymphocytes. Donc la protéine qui résulte de cette association génétique sera différente de celle qui va résulter de celle-ci. Il y a d'autres phénomènes génétiques qui vont permettre d'augmenter encore la diversité, comme par exemple les mutations. Il en résulte que chaque individu va posséder des millions de lymphocytes B et de lymphocytes T différents, ce qui lui permet théoriquement de détecter les antigènes du monde entier. Ça, c'est la théorie. Théoriquement, on a une infinité de spécificités pour les lymphocytes. Ce qui veut dire que les lymphocytes vont pouvoir reconnaître et développer une réaction contre n'importe quelle molécule. Et donc aussi nos molécules. On va parler de l'existence de lymphocytes autoréactifs. Autoréactifs, ça veut dire des lymphocytes qui vont s'attaquer à nous. Puisque tous les lymphocytes vont pouvoir exister, toutes les spécificités vont pouvoir exister, et bien certaines seront forcément dirigées contre nos cellules. Donc il va falloir éliminer ces lymphocytes autoréactifs avant qu'ils puissent s'attaquer à notre organisme. On va se demander par quel mécanisme ce système immunitaire va-t-il éliminer ces lymphocytes. Alors j'ai représenté une diversité de lymphocytes, j'explique qu'ils sont immatures ces lymphocytes, et on voit bien qu'ils ont une spécificité différente. Les lymphocytes vont au cours de leur formation subir une sorte de test et ce test va avoir lieu lors de leur maturation. Ce test va être est-ce que le lymphocyte s'attaque à mes propres molécules ou pas? S'il ne s'attaque pas, il est donc non autoréactif et dans ce cas-là, il peut finir sa maturation et il devient immunocompétent. On va voir ce qui se passe pour celui-ci, on le teste, on découvre qu'il est autoréactif, donc on arrête sa maturation, il va être détruit. Pour celui-ci, on obtient de nouveau un lymphocyte immunocompétent. Alors, tous les lymphocytes ont été produits au niveau de la moelle osseuse, mais l'endroit où ils vont faire leur maturation diffère selon les lymphocytes. Pour les lymphocytes T, la maturation va s'effectuer au niveau du thymus, qui est cette glande ici en haut du thorax, et pour les lymphocytes B, eh bien la maturation va se faire dans la moelle osseuse. Donc, le lieu de maturation est différent selon les lymphocytes. L'ensemble des lymphocytes immunocompétents va donc constituer le phénotype immunitaire d'un organisme. On va maintenant se demander comment le système immunitaire garde en mémoire les infections passées. Alors,
Ce document compare la réponse immunitaire contre le virus de la grippe chez des souris qui ont déjà été infectées et chez des souris qui ne l'ont pas été. Donc ici, c'est pour les souris qui n'ont jamais connu le virus de la grippe. On voit que le premier contact avec l'antigène de la grippe, donc qui a lieu au temps zéro, il entraîne ce qu'on appelle une réponse primaire, et cette réponse primaire, elle se caractérise par une production assez lente, puisqu'on voit qu'elle met au moins 5 à aller 7 jours pour se produire, et puis une production qui va être peu abondante. On atteint un maximum 500 unités arbitraires de lymphocytes T cytotoxiques et d'anticorps. Alors que si pour la souris c'est son second contact ici au temps zéro avec l'antigène de la grippe, eh bien sa réponse secondaire va être plus rapide, donc en moins de 5 jours, j'ai perdu ma souris, en moins de 5 jours, et puis elle va être aussi plus abondante, on voit qu'il y a par exemple 2 fois plus d'anticorps et puis environ 9 fois plus de lymphocytes T cytotoxiques. Du coup ça permet d'éliminer, vous voyez, le virus beaucoup plus rapidement. En 6 jours, il va être complètement éliminé. Donc on garde une sorte de mémoire des infections qu'on a eues précédemment et on va se rendre compte en utilisant des anciennes infections comme par exemple celle de la grippe espagnole qui a été une pandémie dans les années 1918 et 1919, on va se rendre compte que cette mémoire immunitaire elle est à vie puisque en étudiant le sérum de certains survivants de cette pandémie en 2008, eh bien on a encore retrouvé dedans des anticorps. Donc quand on a rencontré un antigène, on garde à vie la mémoire de cet antigène et pendant toute la vie, on arrivera à faire une réponse secondaire plus efficace que la réponse primaire. Donc il faut maintenant qu'on essaye de comprendre quelles sont les cellules ou les molécules qui permettent d'avoir cette mémoire immunitaire à vie. Donc par quelles cellules ou molécules est permise cette mémoire immunitaire? Alors je représente ici 2 lymphocytes B naïfs, je vais vous expliquer ensuite pourquoi on dit naïfs. Et ces lymphocytes B ne sont pas spécifiques du même antigène. Ils vont entrer en contact avec un type d'antigène. On reconnaît par complémentarité de forme que seul ce lymphocyte B là va être activé par le contact avec l'antigène. Donc ce lymphocyte B n'est plus naïf, il devient activé et il va se multiplier. On obtient donc un clone de ce lymphocyte B activé et ce qu'il se passe, c'est que seule une partie du clone va se différencier en cellules effectrices, donc celles des lymphocytes B ce sont les plasmocytes qui vont libérer des anticorps libres. Une petite partie du clone va se différencier en cellules mémoire, les lymphocytes B mémoire. Et la différence, c'est que les lymphocytes B mémoire vont avoir une durée de vie très longue par rapport aux plasmocytes qui libèrent des anticorps libres. Il faut savoir que ce schéma peut être fait exactement de la même manière avec les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Donc la mémoire immunitaire, eh bien, elle est liée à l'existence de lymphocytes mémoire, que ce soit des lymphocytes B ou T. Lorsqu'il y a sélection et amplification clonale par un contact avec un antigène, eh bien un certain nombre de lymphocytes ne se différencient pas en cellules effectrices, mais deviennent des lymphocytes mémoire, et ces lymphocytes mémoire ont une bien plus grande durée de vie que les cellules effectrices. Cette expérience va nous permettre de découvrir le rôle des lymphocytes mémoire. Alors on va toujours travailler sur les lymphocytes B. On va récupérer le lymphocyte B d'une souris qui n'a jamais rencontré l'antigène A, donc ces lymphocytes B sont naïfs pour cet antigène. On sépare les lymphocytes B de cette souris en 2 lots, un qu'on va mettre au contact de l'antigène A et un qu'on ne va pas mettre au contact. Le contact se fait au temps zéro. Et on va observer si ces lymphocytes B naïfs se mettent à se diviser ou pas. Pour ça, on leur donne des nucléotides radioactifs et s'ils se divisent, ils ont besoin de refabriquer de l'ADN pour la réplication et donc ils vont intégrer des nucléotides radioactifs, j'ai perdu ma souris, et en intégrant des nucléotides radioactifs, leur radioactivité va augmenter. On fait la même chose avec un lot de souris qui cette fois-ci on infecte avec l'antigène A. On va donc récupérer ces lymphocytes B qui seront cette fois-ci des lymphocytes B mémoire. On les sépare de nouveau en 2 lots, un qu'on met au contact de l'antigène dès le temps zéro, c'est la courbe bleue, et un qu'on laisse sans contact avec les antigènes. La comparaison de ces 2 graphiques nous permet de voir que les lymphocytes B mémoire ici s'activent et se mettent à se multiplier plus tôt
donc avant 20 heures, que les lymphocytes B naïfs. Et puis permettent aussi d'obtenir plus de cellules effectrices, puisqu'ils vont plus se diviser que des lymphocytes B naïfs. Donc les lymphocytes mémoire permettent d'obtenir plus de cellules effectrices, et ce, plus vite que des lymphocytes B naïfs. C'est pour ça que la mémoire immunitaire va permettre de se défendre plus efficacement contre une infection.